Aujourd'hui, on aborde un sujet, pas simple. La suspicion ou la découverte d'une infidélité. Nos sources, c'est un ensemble de notes, de recherches qui essayent un peu de guider à travers ce moment douloureux. Notre mission, en gros, repérer les signaux d'alerte, comprendre le choc psychologique derrière, et puis voir comment réagir intelligemment pour se protéger. Exactement. Et les sources décrivent vraiment ça comme une crise majeure, hein. Ça vient ébranler le sentiment de sécurité, ça déclenche tout un processus émotionnel très fort, un peu comme un deuil en fait, avec de la colère, de la confusion, une tristesse profonde. C'est un vrai choc pour la personne qui se sent trahie. D'accord. Alors, plongeons dans le concret. Comment ça se manifeste, ces soupçons au jour le jour? Les sources parlent d'indices potentiels. Il y a les changements d'apparence d'habitude, nouvelles routines sportives, les horaires qui changent, un look plus soigné. Mais ces signes, pris comme ça, tout seul, c'est pas un peu ambigu parfois? Qu'est-ce que les sources disent sur l'interprétation? Ah, mais c'est une très bonne question, parce que aucun signe n'est une preuve absolue. Les sources insistent beaucoup là-dessus. C'est plutôt la convergence, l'accumulation de plusieurs indices qui devient significative. Par exemple, si à ces changements d'habitude, s'ajoute une utilisation soudaine, très secrète des appareils électroniques. Le téléphone toujours verrouillé, l'historique effacé, ce genre de choses. Hmm. Ou alors des changements dans la communication, dans l'intimité, moins de partage émotionnel, des changements dans la vie sexuelle aussi. Et il y a aussi, vous mentionniez l'hostilité, une attitude défensive qui peut s'installer? Oui, tout à fait. Et ça, psychologiquement, c'est assez révélateur. On voit parfois des critiques qui deviennent fréquentes, des accusations qui sont inversées, parfois même du gaslighting, cette manipulation qui fait douter l'autre de sa propre perception, de sa mémoire. C'est terrible ça. Cette hostilité, en fait, ça peut être un mécanisme un peu inconscient pour réduire ce qu'on appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive. Oui, c'est l'inconfort mental qu'on ressent quand on agit contre ses propres valeurs. Par exemple, je pense être une bonne personne, mais je trompe. Du coup, pour réduire cet inconfort, la personne infidèle peut se mettre à dévaloriser l'autre, pour justifier son comportement en quelque sorte. D'ailleurs, ces dynamiques, ça fait penser à certains des 4 cavaliers de Gottman. Vous savez, ces styles de communication toxiques, comme la critique, l'attitude défensive. Ah oui, qui sont connus pour prédire les échecs relationnels? Exactement. Et puis, il y a aussi parfois des irrégularités financières qui apparaissent ou un malaise qu'on sent chez les proches, les amis. Et tous ces comportements, ça mêle à cet impact émotionnel. Les sources parlent d'un véritable traumatisme relationnel. Quelles sont les conséquences les plus fréquentes, d'après les documents? Elles sont vraiment profondes et multiples. La plus évidente, bien sûr, c'est la perte de confiance. Pas seulement envers le partenaire, hein. Ça peut s'étendre. On devient méfiant envers tout le monde en général. Ça devient systémique en quelque sorte. Voilà. Et puis, s'ensuivent souvent de l'anxiété, de la dépression, qui peuvent vraiment s'installer si ce n'est pas pris en charge. L'estime de soi aussi en prend un sacré coup. On peut se sentir insuffisant, inadéquat, voire même se culpabiliser soi-même. Se sentir responsable? Oui, c'est ça. Et il ne faut pas oublier les manifestations physiques liées au stress chronique, les troubles du sommeil, les maux de tête, un épuisement général. Le tableau est assez sombre, c'est vrai. Alors, face à un tel bouleversement, la question c'est comment réagir? Comment réagir intelligemment? Alors, les sources sont assez alignées sur plusieurs points clés. Premièrement, écouter son intuition. Ne pas tomber dans le déni, même si c'est tentant, bien C'est sûr. souvent le premier réflexe, le dénier. Exactement. Et ensuite, point crucial, prioriser l'auto-soin. Prendre soin de soi. Ça veut dire trouver des moyens de gérer le stress, la méditation, faire du sport, peu importe. Et surtout, chercher du soutien. En parler à des amis de confiance ou consulter un thérapeute, c'est vraiment essentiel pour ne pas rester seul avec ça. D'accord. Et si on en revient à une confrontation, comment est-ce qu'on l'amène pour que ce soit constructif? Si la communication est encore possible, oui, l'approche doit être la plus constructive possible. Les sources recommandent une confrontation calme, posée, et surtout utiliser les messages-je. Les messages «je». Sans blesser quand tu fais ça, plutôt que d'accuser directement tu es, tu fais. Ça permet d'éviter que l'autre se braque immédiatement, que ça parte en escalade défensive. D'accord. Ça ouvre un peu plus la porte au dialogue. Et ensuite vient le grand dilemme. Rester, essayer de reconstruire ou partir. Qu'est-ce que les sources suggèrent?
La reconstruction s'est présentée comme envisageable, oui, mais sous conditions très strictes. Il faut une prise de responsabilité totale de la part du partenaire infidèle, des remords sincères et démontrés, pas juste des mots, une transparence absolue aussi, et bien sûr la rupture de tout contact avec la tierce personne. Souvent, une thérapie de couple est recommandée. C'est un outil précieux dans ce cas-là. Et dans le cas contraire? Dans le cas contraire, s'il n'y a pas de remords, si les mensonges continuent, ou si le partenaire refuse carrément de discuter, de chercher de l'aide, alors là, partir est présenté comme un acte d'autopréservation. C'est nécessaire pour se protéger soi-même. Ok. Donc, pour résumer un peu ce deep dive, faire face à une infidélité, ou même juste au soupçon, c'est clairement dévastateur. Mais comprendre les signaux, l'impact que ça a et les options qu'on a, ça peut redonner un peu de contrôle. Le chemin vers la guérison, lui, il est propre à chacun, évidemment. Oui. Et peut-être une dernière pensée pour la réflexion qui émerge un peu de tout ça. La résilience est possible, qu'on décide de reconstruire ou de partir seul. Mais au-delà de la décision immédiate pour le couple, on peut se demander comment est-ce que le fait de traverser une telle crise pourrait finalement remodier notre façon de voir la confiance et notre propre valeur dans toutes nos relations futures, en fait, bien au-delà de celle-ci. C'est une question intéressante, je trouve.